Donc je suis sincèrement désolée. Merci déjà d'être là sur ce live que j'ai décidé simplement hier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très rapidement. Donc je suis Marie-Pierre Mouner. Quelques difficultés avec la technique parfois, mais bon, on essaye de gérer comme on peut. Je suis auteur de 4 livres, puisque le quatrième vient de sortir là, début septembre, et c'est un livre qui est axé sur le burn-out. Comme j'étais moi-même assistante de direction pendant plus de 35 ans, j'ai fait 2 burn-out, un au moment d'un divorce difficile avec le père de mes enfants, ça c'était il y a longtemps, c'était dans le début des années 2000. Et le deuxième qui a été, ce burn-out n'a pas été défini clairement burn-out parce qu'en 2000 on parlait pas toujours de ça, on parlait de dépression. Donc j'ai eu bien sûr des antidépresseurs que j'ai shootés au bout de 2 mois. Et j'ai remis le couvert en 2015, qui a été une année assez compliquée, dans le sens où j'ai fait au mois de mars un séminaire avec Anthony Robbins, donc, qui est un coach international reconnu américain qui coach les plus grands de ce monde. Et j'ai fait son fameux séminaire de 4 jours à Londres avec la célèbre marche sur le feu. Et donc au niveau énergétique, c'était assez génial. Et donc je me suis vraiment réinventé une enfance à ce moment-là, puisque j'avais eu quand même une enfance compliquée. Et du coup, en revenant, quand je suis retournée dans un poste traditionnel, dans le monde traditionnel, on va dire, et ben, j'ai ressenti un décalage, mais vraiment monstrueux, entre les 4 jours que j'avais vécu énergétiquement, où je m'étais réinventé mon enfance, où je m'étais reboostée, etc., avec un séminaire de 38 nationalités, 5000 personnes, avec la marche sur le feu le premier jour, et le grand nettoyage, donc le troisième jour. Donc là, effectivement, j'ai cicatrisé beaucoup de choses, j'ai apaisé des peurs, j'ai mis en lumière des croyances, les blessures sont montées assez puissance 14. Et forcément, je reviens dans le monde traditionnel, dans une ambiance conflictuelle où il y avait 3 personnes de chaque côté qui se heurtaient, c'était conflit sur conflit, et moi j'étais au milieu. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, là, ça va pas être, vraiment pas être possible. Et j'ai tenu quelques temps, j'ai fini avec des antidépresseurs et rebelote par rapport à 2000, et j'ai fini par négocier ma rupture conventionnelle que j'ai eue en septembre 2015. Entre deux, j'avais fait une formation juste au retour en plus de Tony Robbins, un mois après. J'ai fait une formation avec Jean-Jacques Crèvecoeur, une formation sur l'Académie de la vie en mouvement. Et j'ai suivi la formation vraiment super bien, etc. toutes les semaines, mis en application tout ce qu'il disait. Et arrive le module sur les besoins. La même chose qui m'était arrivée à Londres avec Tony Robbins, blocage complet, moment de panique, et j'ai zappé carrément les exercices concernant les besoins. Mes besoins, il fallait surtout pas que j'aille les voir. Je m'occupais de ceux des autres, mais pas des miens. Et du coup, reblocage au niveau de ces besoins. Et par rapport à ça, ben voilà, ça a été la chute libre. En septembre, donc, j'ai quitté l'entreprise en négociant ma rupture conventionnelle. Je me suis retrouvée chez moi toute seule, ma fille étant partie faire ses études à Bordeaux. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, et maintenant tu fais quoi? Et ben, comme l'écriture a toujours fait partie de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ce livre qui me tenait à cœur depuis plus de 30 ans, qui était mon histoire, à savoir que j'ai une enfance difficile, dans une famille où j'étais pas désirée, où j'avais pas le droit d'exister, etc. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de travail qui a été fait depuis. Et du coup, le fait d'écrire cette histoire, a été hyper thérapeutique. Et ça a été un des ingrédients qui m'a aidé à passer le cap pour aller à l'encontre des peurs, des croyances, de mes blessures les plus profondes, etc., de tout ce qui me tirait vers le bas. Et à partir de là a été le début de mon métier d'aujourd'hui. Ça, c'était au printemps 2016. Voilà, quand j'ai sorti mon premier livre. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Donc ça, je vous raconte ça juste pour que vous compreniez un petit peu pourquoi j'ai choisi cette thématique ce soir et pourquoi j'en ai fait un quatrième livre aussi. Parce que le burn-out, c'est quelque chose qui est malheureusement d'actualité.
Depuis le printemps 2020, donc depuis la crise sanitaire, les chiffres des personnes diagnostiquées en burn-out est multiplié par 3. Et honnêtement, ça fait peur. Ça fait peur parce on se demande où on va, jusqu'où on va aller, tellement le mal-être au travail est important. Alors j'ai envie de dire, le burn-out, effectivement, ça concerne le monde professionnel bien souvent, mais ça a des répercussions, comme nous sommes des êtres humains et nous sommes une globalité, hein. Il n'y a pas que l'aspect pro, que l'aspect famille, que l'aspect couple, que l'aspect relationnel, etc. Quand on a un mal-être dans son travail ou dans sa vie privée, forcément, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble des autres domaines de notre vie. Donc l'important, ça va être de travailler sur ces déclencheurs qui vont nous faire descendre la spirale jusqu'à aller à l'épuisement émotionnel. Parce que le burn-out, c'est quoi? C'est vraiment un épuisement important qui va avoir, comment dirais-je, des facteurs déclenchants toujours liés au stress. C'est souvent des situations stressantes qui sont répétées, les objectifs qui sont de plus en plus ambitieux, la technologie qui prend le dessus sur l'être humain. On est dans une époque hyper connectée, mais on est complètement déconnecté à la fois avec les autres et à la fois avec soi-même, avec son âme, avec son enfant intérieur. Et c'est cette déconnexion qui est responsable en grande partie de ce mal-être qui peut aller jusqu'au burn-out si on n'en tient pas compte. Alors avant d'en arriver là, bien entendu, notre corps, il va nous donner des informations, il va nous donner des indications. Mais comme si vous faites comme moi, on ne les écoute pas. La première des choses, ça va être d'écouter ses propres besoins. Ce que je refusais de faire, hein, ce qui s'est passé en 2015 chez Tony Robbins quand j'ai eu mon moment de panique, à la formation de Jean-Jacques Crèvecoeur où j'ai carrément zappé le module parce que je ne pouvais pas y aller. Voilà, tant qu'on n'écoute pas ses propres besoins, notre corps il va nous donner des signaux d'alerte. Donc dans mon cas, c'était des hernies discales, j'en avais 3 et j'allais quand même travailler en mode escargot parce que ben voilà, c'était compliqué de bouger. Donc voilà, c'était de la tension oculaire aussi, bon, dû à l'écran certes, mais pas que, hein, dû à la pression que je me mettais déjà toute seule, parce que je suis très douée pour me mettre la pression, hein, comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce que je dis. Voilà, c'est pas mal de choses comme ça. C'est lourd sur les épaules, c'est des maux de tête, c'est voilà, c'est tous les signaux qui vont c'est la fatigue. C'est tous ces signaux-là qui doivent vous mettre en alerte, parce que si vous ne les écoutez pas, eh ben le corps il va frapper de plus en plus fort et ça peut aller jusqu'à la maladie grave et bien au-delà. Donc c'est intéressant quand même d'écouter son corps. Alors bien sûr, moi la première j'avais des croyances. Merci mamie. C'est ok, on a fait la paix maintenant, mais quand même. Une des croyances de ma grand-mère, c'était il faut être dur au mal, il faut pas s'écouter, parce que si on s'écoute, ça veut dire qu'on est égoïste et donc il faut toujours donner pour les autres et puis s'oublier en fait et être toujours disponible pour les autres. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce schéma. Et je ne sais pas s'il y a des commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, pas pour l'instant. Ok. Donc déjà, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a ce que je suis en train de vous partager, là, ça résonne pour certains d'entre vous? J'imagine que oui. Voilà, si quand on est comme ça, ben on va ressentir un vide complètement, un vide intérieur, un grand vide intérieur. On va ressentir une fatigue importante. Si j'en prends l'héroïne de mon 4e livre, alors là c'est un petit peu autobiographique, j'avoue. Le récit commence quand elle se réveille un matin et elle n'arrive pas à poser un pied par terre. Alors qu'elle est hyper active, elle donne beaucoup, elle est toujours là pour tout le monde, elle répond aux besoins de tout le monde sauf les siens. Et à ce moment-là, elle est bloquée puisque son corps refuse, ce matin-là, il refuse carrément de se lever.
Et c'est le début de l'histoire. Et à partir de là, elle va faire un feedback sur ses différentes expériences pour aller comprendre où est la source du problème, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et donc le livre va crescendo pour montrer un petit peu son cheminement, montrer comment elle a fait pour remonter la pente et comment elle a réussi à donner un véritable sens à sa vie qui n'était pas du tout le chemin qu'elle avait pris au départ. Donc ça, c'est un petit peu autobiographique. Donc voilà, toujours pas de commentaires pour l'instant. Ça marche pas? Ah, ça marche pas du tout. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont mon Messenger et qui peuvent me donner des retours? Alors, je vois qu'il y a des... Alors, attendez, je vais regarder quand même. Oui. Je suis en mobil-homme. Ok. Alors, tu as un problème. Oui, Marie-Jeanne, j'ai un problème. Tu as des commentaires, mais tu les vois pas. Non, pour l'instant, personne ne me met de messages particuliers. Bon, il y a quelques personnes qui sont connectées. Au pire, on en refera un autre, hein, tant pis, parce que là, ça m'agace un peu. Donc voilà. Bon, ben, s'il n'y a pas de commentaires, je vais continuer. Donc, quand on n'écoute pas ses besoins, qu'on ne s'aime pas, qu'on fait passer les autres avant soi, qu'on se met la pression avec des objectifs hyper ambitieux, qu'on est beaucoup dans le contrôle, qu'on est beaucoup dans vouloir tout chapeauter, ne surtout pas déléguer, vouloir vraiment tout gérer par nous-mêmes, bah forcément au bout d'un moment ça coince. Et là, la descente, elle peut être relativement rapide. Alors au départ, c'est subtil, on s'en aperçoit pas, mais petit à petit, on est en train de descendre, 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 descendre. Ça se finit par une fatigue, on a du mal à se lever le matin. Plus les jours avancent et moins on va récupérer. On devient irritable, on devient, voilà, on ne supporte plus rien. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui font, qui doivent vous alerter, qui doivent vraiment vous mettre la puce à l'oreille en disant attention. Est-ce que tu réponds bien à tes besoins? Est-ce que tu es suffisamment à l'écoute de ton corps? Quel est le message que tu dois recevoir par rapport au message de ton corps, cette fatigue? À quoi elle est due? Est-ce que tu n'en fais pas trop ces derniers temps? Et si on reprend l'agenda et qu'on le défile sur les jours et les semaines à venir, est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments perturbateurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments où vous avez beaucoup donné professionnellement? Où vous avez peut-être eu le harcèlement d'un patron, d'un chef, d'un collègue, des conflits avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est d'analyser dès que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est pas très catholique là dans le coin. C'est intéressant d'aller jeter un œil directement et d'aller essayer d'aller à la source du problème avant que ça dégénère. C'est vraiment de faire les choses, de faire les choses dans l'autre sens pour essayer, pour éviter justement d'en arriver au burn-out. Il n'y a pas de questions pour l'instant? Non? Ou alors ça marche pas? Alors, alors, ma fille vivant seule en France a fait un burn-out l'année dernière. Eh ben, j'espère qu'elle s'en est sortie. Peut-être en analysant, comment elle s'appelle, Neiba, pardon. En analysant un petit peu le fait peut-être d'être loin de chez elle, le fait de se retrouver toute seule en France. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que. Et à partir du moment où on va le détecter, alors il y a quelques petites pistes hein, pour le détecter avant que ça aille trop loin. Il y a des questions à se poser en amont. Par exemple, est-ce que j'ai des difficultés à m'adapter Oui. La différence entre un burn-out et une dépression. Alors, la différence entre un burn-out et une dépression, c'est une excellente question. Je me la suis moi-même posée. Parce qu'au départ, moi, on m'a parlé de dépression, mais c'était dans les années 2000. Donc, on ne parlait pas trop de burn-out. En fait, les symptômes, ils sont relativement semblables. C'est un peu la même chose, sauf que le burn-out, ça va être vraiment une mauvaise gestion de ses énergies.
Ça se passe vraiment au niveau énergétique. On se laisse vider, on se laisse happer tout le jus qu'on peut avoir. Ben, au bout d'un moment, c'est comme un citron. On le presse, on le presse, on le presse. Quand il n'y a plus de jus, ben, poubelle. Ben, le burn-out, c'est un peu ça. Alors que la dépression, ça va être souvent lié à un choc émotionnel. Que ce soit un deuil, que ce soit un divorce, que ce soit un manque de soutien de la famille, que ce soit un changement d'emploi ou quelque chose qui est très dur à vivre, hein. Voilà, c'est plus lié à un choc émotionnel, la dépression. Après, c'est très proche, hein. C'est très proche, mais autant la dépression va se situer sur le niveau émotionnel, alors que le burn-out va se situer sur le niveau énergétique, où on est vraiment pompé de ses énergies. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Alors, quelques questions à se poser en amont, justement, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que j'ai de la difficulté, par exemple, c'est des exemples hein, que je vous donne. Hein. Maintenant, je vous laisse noter, vous, sur une feuille, les réponses à vos questions, en fonction de votre propre... attends 2 secondes. En fonction de votre propre ressenti. Est-ce que vous avez des difficultés à vous adapter, par exemple, aux nouveautés technologiques, à toutes les agressions qu'on peut vivre de plus en plus dans notre monde? Est-ce que le monde du pouvoir et de l'argent vous pèse et que vous vous sentez un peu déconnecté de tout ça et que vous avez vraiment envie de vous éloigner de tout ça? Ou ou d'autres dérives sociales, hein, sociétales, parce qu'il peut y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le burn-out, c'est aussi bien souvent, et ça a été mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, associé à la blessure de rejet. Vous connaissez très certainement les blessures, les 5 blessures principales dont Lise Bourbeau travaille depuis les années 80. Hein, ça fait 40 ans qu'elle travaille là-dessus et puis elle est encore en amélioration. La blessure de rejet ressort beaucoup parce que le rejet est lié à la fuite. Et quand on se jette à corps perdu dans le travail jusqu'à aller à l'épuisement, ça peut être aussi une forme de fuite d'un monde qui ne nous convient pas. Moi, c'était mon cas. Voilà, et après, bien entendu, ça a des répercussions sur la famille, sur les enfants, sur le couple, sur l'environnement en général, évidemment. Et sur le travail, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. On a un côté perfectionniste où, pour être reconnu, il faut que tout soit absolument parfait. Sauf que j'ai beau être née à Lourdes, ça marche pas comme ça. Ça, c'était le petit clin d'œil. Voilà, et ça va être de se poser la question à travers ce burn-out, à travers ces signaux que me transmet mon corps, qu'est-ce que je cherche à fuir justement en me réfugiant dans le travail? Alors il y a des personnes, elles vont se réfugier dans le travail, d'autres elles vont se réfugier dans l'alcool, dans le tabac, dans la drogue, dans le sexe, dans je sais pas, dans n'importe quoi. Mais beaucoup de gens, et surtout ceux qui sont victimes de burn-out, c'est dans le travail. Donc on va se jeter à corps perdu, en faire beaucoup plus que de raison, travailler encore plus que les autres, passer, repasser et encore repasser sur les mêmes documents, les mêmes choses pour être sûr que tout soit parfait, qu'il n'y a pas la moindre coquille, qu'il n'y a pas une virgule en trop ou un point qui manque. Ça c'est le vécu. Ça, de ce côté-là, ça peut trop changer, mais un peu quand même. Mais voilà, donc ça va être de se poser la question, qu'est-ce que je cherche à fuir à travers cet excès de travail? Si on a un problème dans une relation de couple, par exemple, ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une réponse cartésienne? Donc là, c'est l'ego qui a besoin d'analyser pour rester avec un conjoint que je ne supporte plus du tout. Ou c'est vraiment plus possible, quoi. C'est dès qu'on se voit, on se prend la tête, c'est plus possible. Donc, est-ce que on doit attendre de tomber malade, de s'épuiser pour prendre une décision? C'est valable à tous les niveaux. Ça peut être au niveau relationnel aussi. Ça peut être au niveau d'un emploi. Même un emploi, quand un emploi ne nous convient pas, notre corps, il sait nous le dire. Moi, je l'ai vécu avec mon dernier emploi quand je suis revenue de chez Tony Robbins. Je l'ai bien compris et ça, je l'ai vécu. Mon corps, il faisait tout pour me dire stop, t'es plus à ta place. Je l'ai pas écouté pendant quelques temps quand même. Je suis partie au mois de mars et je suis partie en rupture conventionnelle 6 mois plus tard. Donc, il a fallu quand même 6 mois.
pour que j'accepte que de ne pas être à ma place et que j'avais autre chose à faire. Mais effectivement, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des peurs qui vont remonter à la surface. La peur du changement, la peur du manque. Si j'ai plus d'emploi, je vais faire quoi? Et si je retrouve plus de boulot, j'ai 55 ans, comment je fais? Et le mental le hamster qui tourne dans sa roue, la peur qui vraiment prend le dessus, le dessus, le dessus, le dessus. On n'écoute pas bien entendu ses besoins, donc là c'est vraiment un cercle infernal dans lequel on tombe et on va finir par s'épuiser émotionnellement et on peut en arriver à une fatigue extrême, on peut en arriver vraiment à des complications médicales assez graves. Donc quand c'est pris à temps, ça peut quand même le faire. C'est vraiment bien souvent, les trois quarts du temps, hein, dans tous les cas de burn-out, c'est un problème de trouver sa place. Trouver sa place, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est sur Terre pour suivre un chemin, on a une mission à accomplir, hein, peut-être pas le mot mission, mais en fait c'est ça. On a quelque chose à faire dans notre incarnation. Et comme mon incarnation me dictait d'aller vers l'écriture et d'utiliser l'outil écriture pour aider les gens. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, mais pendant 35 ans, j'étais assistante de direction et assistante bureautique. Et c'était pas du tout, mais du tout, le chemin que je devais suivre. Donc j'ai eu pas mal d'obstacles sur mon chemin. Et si vous avez des obstacles aussi, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, que ce soit relationnellement, posez-vous la question, où est ma place? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que c'est vraiment là où je dois aller? Parce que bien souvent, quand on va à contre-courant, eh ben, on s'épuise, on se rend malade, on ressent un super mais grand vide intérieur. Et le grand vide, on n'arrive pas à le combler. On va le combler par peut-être des substances illicites, par de la nourriture, par d'autres moyens, mais qui ne vont pas satisfaire notre cœur, notre âme. Donc voilà, ça c'est des signaux qui sont vraiment à prendre en compte. On est épuisé émotionnellement, mentalement, c'est plus possible, on n'arrive plus à mettre un pied par terre, on n'arrive plus à réfléchir correctement, on se trouve tous les défauts de la terre, les autres sont forcément meilleurs que nous. On a une sensation en plus très désagréable de ne pas être compris par l'entourage, qui va minimiser en fait les facteurs déclenchants, à dire mais non, c'est dans ta tête, il peut pas réagir comme ça, mais c'est pas possible, tu te rends compte, il se ferait virer si jamais c'était ça, mais non, c'est toi qui fabules, c'est pas possible, tu te fais des idées, mais non, mais ça ira mieux demain, t'inquiète pas. Voilà, ils prennent pas les choses au sérieux. Et vous, plus ça va aller, et plus ça va crescendo, où vous allez aller au boulot, la boule au ventre, et ça va se traduire par des maux de tête, ça va se traduire par la grosse fatigue, par l'épuisement, par le vide intérieur. Vous allez être hypersensible aussi par rapport à l'environnement que vous allez supporter de moins en moins. Rien que le fait de passer la porte, ça y est, vous êtes déjà presque à l'agonie. Vous allez ressentir aussi une déshumanisation dans les relations. C'est-à-dire vous avez l'impression que les gens sont complètement à côté de la plaque, alors que c'est peut-être vous qui êtes à côté de la plaque. Mais vous avez l'impression que bah non, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on se met dans sa bulle en fait. Et la vision du travail, eh ben, elle devient négative en fait. Vous perdez tout l'intérêt que vous pouviez avoir à un moment dans votre emploi. Peut-être que vous avez eu un emploi, le jour où vous l'avez eu, vous avez crié ouais c'est super, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Et puis au bout d'un moment, le chemin faisant, eh ben, vous vous êtes épuisé parce qu'on vous a demandé des objectifs de plus en plus ambitieux. On vous a mis une pression énorme pour peu qu'il y ait un collègue eh ben, qui était jaloux ou autre et puis qui a renfoncé le clou. Et au bout d'un moment, on arrive vraiment à saturation. C'est vraiment un stade d'épuisement. C'est comme le citron qu'on va presser et il n'y a vraiment plus de jus. On va associer aussi un sentiment de ne pas pouvoir accomplir les choses correctement, de faire son travail qu'à moitié. Et là, ça va pas du tout, du tout, du tout. Voilà, on se sent pas du tout accompli dans ce qu'on fait, on se sent plus à sa place, on se sent complètement déconnecté du reste du monde. Voilà, alors il y a des métiers bien sûr qui sont plus soumis au burn-out que sont par exemple les soignants, hein, surtout depuis 1 an et demi, là, les pauvres, ils envoient des vertes et des pas mûres et pourtant ils ont un métier vraiment à valoriser.
et non pas, voilà, alors que c'est l'inverse qui se passe. Voilà, les métiers des soignants, les infirmières, les métiers d'assistante de direction, c'est pareil, hein, parce que vous servez de punching ball entre tout le monde, et puis tout le monde vient vider son sac, vous êtes au milieu, vous absorbez tout, puis au bout d'un moment, boum, on tombe. Donc voilà, il peut y avoir aussi un décalage de plus en plus important entre l'idéal de son métier. Hein, par exemple, je prends une infirmière parce que c'est un métier moi qui m'a toujours attirée depuis toujours, depuis que j'étais toute petite. Parce que pour moi, l'infirmière représente une véritable passion, mais plus que ça, c'est un dévouement. Ma grand-mère disait toujours que c'était un métier de dévouement, et c'est vrai, je partage tout à fait ça, parce qu'elle se donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aider les autres à aller mieux, et au détriment de ses besoins, bien entendu. Hein. Donc, ces métiers-là méritent quand même une considération assez importante et sont pourtant complètement ignorés, complètement banalisés. Ils n'ont pas assez de moyens, ils sont pas assez nombreux, ils sont absolument pas considérés. Ça devient des machines, des machines à faire des piqûres ou à faire, voilà, ils ont tant de minutes par chambre et puis il faut pas dépasser parce qu'il y a trop de malades, il y a trop de patients, ça sonne de tous les côtés, il y a une pression énorme. Et c'est mon petit clin d'œil pour leur rendre hommage en passant. Donc voilà, certains métiers qui sont quand même plus soumis au stress que d'autres. Hein. Bon, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que le personnel soignant, bien entendu, mais ça c'est un des métiers qui me semble le plus méritant, on va dire, entre guillemets. Hein. Ne prenez pas mal pour les autres. Alors je crois qu'il y a des questions, bougez pas. Je vais essayer de regarder. Hop. Non, il me semblait avoir vu une question. Ah ben non. Il me semblait que ça avait bipé, mais non, ça n'a pas bipé. Hein. Quelle, pardon? Quelle relation entre burn-out et crise d'angoisse? Bah, j'ai envie de dire que la crise d'angoisse fait partie des symptômes du burn-out, comme de la dépression. Parce que le fait de ne pas pouvoir se lever un matin, le fait d'être irrité par le moindre grain de poussière qui va tomber, ça va nous mettre dans un état de colère peut-être, ou dans un état d'épuisement, voilà, on va pas être capable même de prendre l'aspirateur pour aspirer le grain de poussière. Et ça peut provoquer des angoisses, bien sûr, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ça fait très peur. Parce que généralement quand on est super actif, parce que les gens qui font des burn-out, c'est pas des gens très calmes, hein. C'est des gens qui sont pleins d'activités et donc le fait de se voir un peu diminuer, de se voir de perdre leurs moyens, hein, parce que on a vraiment la sensation de perdre ses moyens et ça peut nous inquiéter, voire nous provoquer des crises d'angoisse. Quelle thérapie pour échapper à un burn-out? Alors ça, j'allais y venir après. Quelle thérapie pour pouvoir échapper à un burn-out? J'ai envie de dire, prenez soin de vous. Ça déjà, j'ai envie de dire, on va commencer par le côté prévention et après on va voir le côté thérapeutique. Dans le côté prévention, j'ai envie de dire, prenez soin de vous. N'écoutez surtout pas ma grand-mère qui disait qu'il ne faut pas s'écouter parce que c'est être égoïste. Non. C'est le contraire qu'il faut faire. Parce que si nous on est bien, notre entourage sera bien. Si vous n'êtes pas bien, votre entourage n'ira pas bien. Ça paraît évident hein, comme ça. Mais moi j'ai mis longtemps à le comprendre. Et elle me disait toujours aussi, il faut être dur au mal, il faut être fort. Ben, pas forcément. On a le droit d'avoir des faiblesses. On a le droit de parfois tomber. On a le droit d'avoir des jours sans. On a des jours avec. On a des jours sans. On est des êtres humains. On a le droit. Donc c'est de s'autoriser justement à avoir ces coups de mou. C'est que dès que vous avez un trouble quelconque, c'est d'aller regarder un petit peu, alors sans se regarder le nombril toutes les 5 minutes non plus, hein, il y a un juste équilibre à trouver, bien entendu. Mais si vous avez, comme moi j'avais des hernies discales, hein, il en a fallu 3 quand même, tant qu'à faire, on ne fait pas les choses à moitié. Hein. Les hernies discales, c'est d'aller essayer de comprendre ce que nous dit le corps. Les hernies discales, c'est quoi? C'est un besoin de sécurité qui n'est pas comblé. Effectivement, mon besoin de sécurité n'était absolument pas comblé. J'avais trop de poids sur le dos, c'est clair. Ça, c'est vrai aussi parce que je gérais beaucoup de choses et j'en avais trop plein le dos. Hein, d'où les expressions aussi. Hein. Regardez un petit peu les expressions qui se rapportent à votre problématique parce qu'il y a beaucoup de clés. Après, il y a des ouvrages. Qui vont vous donner des indications aussi en décodage biologique, mais bien entendu, il faut aller plus loin.
Hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Il y a votre histoire aussi. Qu'est-ce qui a pu vous amener aussi à cet état d'épuisement? Quelles ont été vos différentes expériences qui vous ont aujourd'hui bloqué? Voilà, c'est une succession de choses et quelles sont aussi les expériences qui sont répétitives dans votre vie, où c'est vous rencontrez toujours le même style de personne, vous allez toujours vivre des expériences plus ou moins similaires. C'est de décoder un petit peu tout ça. Et quand on décode tout ça, eh ben, on comprend déjà beaucoup de choses. Et quand on a des prises de conscience, on va pouvoir œuvrer pour atténuer un petit peu les symptômes, puisque le fait de les comprendre, on va être plus attentif, on va observer davantage ce qui se passe autour de nous, on va retourner sur nos besoins, même si on n'en a pas envie, on va y aller quand même, parce que si on n'y va pas, ben forcément, on va avoir le coup de massue. Donc voilà, ça va être vraiment toutes ces choses-là. Et pour en revenir à la question, donc bien sûr, vous l'avez compris, avant de vous parler du côté thérapeutique, j'aurais voulu aussi préciser les effets sur la santé du burn-out qui sont quand même importants. Et regardez autour de vous, je pense que ça va être des choses que vous allez repérer soit chez vous, soit dans votre entourage, soit chez des collègues ou chez d'autres personnes que vous côtoyez, même de loin. Il y a des manifestations qui sont plus ou moins aiguës de l'épuisement professionnel, hein, parce qu'on parle d'épuisement professionnel, parce que le burn-out, c'est bien souvent dans le milieu professionnel, même s'il a des répercussions dans le monde familial, dans le monde du couple, du relationnel, etc. Donc sur le plan émotionnel, eh ben, on va rien supporter en fait, on va être à cran, on va être hyper irritable. Cette sensation de vide intérieur dont je vous parlais tout à l'heure, et l'univers n'aime pas le vide, hein, quand il y a un vide, il faut le remplir. Donc, mais quand on est en situation de burn-out, on ne le remplit pas de la bonne façon puisqu'on va s'épuiser au boulot, on va s'épuiser à satisfaire les besoins des autres, mais pas les nôtres. Ce qui va entraîner une impression d'impuissance. On va pas y arriver, donc on va se sentir impuissant, on va perdre en confiance en soi, on va devenir de plus en plus pessimiste, pardon. Voilà, c'est sur le plan émotionnel, c'est vraiment la chute libre qui va vraiment dans la roue des émotions, qui va vraiment vers le bas. Sur le plan cognitif, on a beaucoup de mal à se concentrer. On va démarrer un truc et puis 5 minutes après, on va passer à autre chose parce qu'on perd vraiment la concentration et ça, c'est problématique et ça peut provoquer d'ailleurs des crises d'angoisse, hein, d'où la question de tout à l'heure. Même sur des opérations qui sont simples, ça va être compliqué. Même le fait de passer l'aspirateur ou d'écrire un courrier, bah, ça va nous paraître une montagne. Et alors que c'est des opérations on faisait peut-être presque les deux en même temps avant, quoi. Et bien entendu, ça va jouer sur la qualité de notre travail. Donc, on risque d'avoir les remarques des collègues, les remarques des supérieurs hiérarchiques, les remarques de la direction. Et puis là, c'est pareil, c'est la spirale descendante. Et vous connaissez la gentillesse des collègues parfois. Dès que vous allez faire une erreur, 2 erreurs, elles vont vous descendre en flèche. Et après, c'est le cercle infernal. Et là, c'est compliqué. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce schéma-là. Ça, c'est du vécu. Hein. Sur le plan physique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la fatigue qui va se généraliser. Ça peut être beaucoup de tension musculaire qui peut arriver jusqu'à des raideurs, arriver des tendinites, arriver à vraiment des choses, voilà, des maux de tête, des problèmes de dos. Bien entendu, la nuit, on dort pas. Hein. La nuit, ça tourne. Hein. Et puis quand le réveil sonne le matin, c'est de plus en plus compliqué. Donc, d'où le début de mon livre, le jour où j'ai compris, Michaela, qui n'arrive pas à mettre un pied par terre, elle en est arrivée jusqu'à là. Et il a fallu ça pour qu'elle comprenne et qu'elle se réveille. Mais ça a été compliqué, le passage a été très compliqué, puis les crises d'angoisse, elle en a fait un paquet aussi. Au niveau du comportement, forcément, quand on n'est pas bien dans ses baskets, et si pour peu que l'autre à côté il nous dise mais si, allez, bouge-toi, tu vas voir, machin, non, vous allez l'envoyer balader. On va être, voilà, c'est de l'agressivité. On va se replier sur soi-même, on va s'enfermer dans sa bulle, on va refuser tout contact humain, on va vraiment s'isoler. On va être impulsif, on va bondir au moindre truc. On aura beaucoup moins d'empathie par contre qu'on pouvait avoir avant. Hein. On est tellement dans notre bulle qu'on va se cantonner dans notre
Dans notre victimisation, j'ai envie de dire, hein, on devient victime, hein, c'est dans le triangle de Catman, la victime, le bourreau, le sauveur, ben là on reste vraiment dans le coin de la victime. Voilà, et sur le plan de la motivation, alors là, c'est que des attitudes négatives envers le personnel, les autres, ben voilà, ils comprennent rien, ils sont méchants, ils m'en veulent, ils discutent dans mon dos, et la direction, c'est pareil, ils tiennent pas la route, ils comprennent pas, ils sont pas humains, enfin voilà, je pense que c'est des réflexions que vous avez déjà dû entendre, ou peut-être faire vous-même, je ne sais pas. Et plus ça va aller, et plus votre travail va avoir de désintérêt. Vous allez plus vous intéresser à ce que vous faites. Alors qu'avant, ça vous faisait vibrer, mais alors là, pas du tout. C'est vraiment une contrainte, c'est vraiment un supplice de faire la moindre tâche. Donc voilà, c'est vraiment la descente. Et ça, c'est tous les effets qui peuvent avoir un effet, bien sûr, sur notre santé et un effet dévastateur. Donc avant d'en arriver là, eh ben, ça va être de prendre soin de soi, d'écouter les besoins de son corps et de les respecter. Et après, ben, il y a plein de solutions aussi, hein. Ça va être de faire, ben, de se tourner peut-être vers les solutions alternatives, hein. Je ne parle pas forcément de chimie, même si la chimie peut avoir son intérêt à certains moments. Peut-être qu'au départ vous en aurez besoin, mais peut-être y ajouter d'autres techniques comme la PNL, comme le Reiki, comme le Qigong, comme le FT, comme la relaxation, la méditation. Alors quand on est en burn-out, la méditation c'est vraiment à privilégier quand même. La marche, marcher dans la nature, marcher dans la forêt en faisant attention à votre respiration. Donc la sophrologie, pareil, hein. La sophrologie a des intérêts, excuse-moi. La sophrologie a des intérêts évidents parce que la respiration, bah forcément, c'est la vie. Donc voilà, il y a le yoga, il y a plein de techniques. Bien sûr, il y a l'écriture, hein. Je vais vous en donner. Je vais vous donner quelques petits exos d'écriture qui peuvent être sympas. Et dès que vous saturez, bah, c'est de faire une pause. C'est de vraiment d'écouter son corps et de faire des pauses régulières. Même dans la journée, si vous êtes au bureau, vous avez épais comme ça de dossiers à traiter, bah, c'est pas grave, vous faites une pause pendant 10 minutes, hein, ça va pas non plus faire couler la société. Si vous faites 10 minutes de pause, c'est de vous l'autoriser, parce que généralement, les gens qui sont en burn-out, ils ne s'autorisent absolument pas. Hein, parce que ça serait pour eux presque une faute professionnelle d'oser aller 10 minutes dehors pour s'aérer et puis penser à autre chose, boire un café ou autre. Donc c'est de s'autoriser ce genre de choses, de s'autoriser de faire des pauses. Normalement, quand on travaille sur un ordinateur, on est censé, je dis bien censé, faire des pauses toutes les 2 heures, de 5 minutes. Donc, rares sont les personnes, à mon avis, qui suivent ce conseil. Alors, je crois que Neiba m'a mis un petit message. Alors, hop, je vois passer. Mais attends, je ne sais pas ce que j'ai avec la technique ce soir, mais c'est absolument un peu le confort émotionnel, le soutien moral très important. Ben, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je valide complètement. Est-ce qu'elle m'a mis d'autres trucs? Non. Non, non, non. J'ai le même respect pour le personnel soignant. Ah oui, ça c'était tout à l'heure, je ne l'avais pas vu, pardon. Ok. T'as d'autres questions, non? Non, il n'y en a pas d'autres? Ok. Donc voilà, les choses que je peux vous proposer, bah, c'est de prendre soin de vous, d'écouter votre corps et de répondre à vos besoins, les plus subtils, j'ai envie de dire. C'est d'oser aussi trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est aussi, il me distrait, c'est pour ça. Oui, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est oser aussi trouver cet équilibre qui est pas facile, hein. Moi, j'ai encore du mal, hein, je vous rassure. Je dois pas être la seule dans ce cas-là. Par contre, il y a des petits exercices d'écriture que je vais vous donner qui peuvent vous être utiles, hein. Donc, en dehors du fait de vous procurer, si vous le souhaitez, mon 4e livre, Le jour où j'ai compris, à travers mon héroïne, Michaela, eh ben, vous allez pouvoir voir comment elle a pu remonter la pente, hein. Il y a sa descente aux enfers, et après, il y a sa remontée, et comment elle a redonné un sens à sa vie, et elle est partie sur complètement autre chose.
Voilà, sans vous dévoiler le bouquin, mais et puis il y a des fiches techniques à la fin qui vont vous permettre d'approfondir les sujets qui ont fait partie de sa vie, alors que ce soit elle ou que ce soit son entourage. Il y a plusieurs fiches techniques qui vont reprendre des éléments qui vont vous permettre d'approfondir le sujet dans le burn-out, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est 3 petits exercices d'écriture. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter. Je vais vous donner ces petits exercices qui sont hyper faciles à faire et à la fois très puissants. Alors, pour ceux qui me connaissent, je pense que vous les connaissez, peut-être pas tous, mais au moins certains, au moins 2 ou 3, vous connaissez. Le premier, ça va être la lettre libératrice. Alors, la lettre libératrice, c'est quoi? Quand vous avez un trop-plein d'émotions, quand vous avez donc un trop-plein de tristesse, un trop-plein de colère, surtout sur la colère, ça fonctionne vraiment très bien. Enfin, sur toutes les émotions, ça fonctionne, hein, sauf la joie, hein, gardez-la, hein, tant qu'à faire. Hein. Cultivez-la, au contraire. Il faut l'arroser tous les jours. Mais si vous avez de la colère envers quelqu'un, si vous vous faites harceler par un chef, etc., vous vous mettez dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé, un endroit tranquille. Alors, si vous avez une pièce de la maison, vous pouvez vous isoler loin de la famille, de la télé, le chien qui aboie et le bébé qui pleure. Vous débranchez Facebook, vous débranchez le téléphone, vous vous mettez en mode bulle. Vous allumez une petite bougie blanche pour amener les bonnes énergies. Vous pouvez faire brûler un bâton d'encens, c'est toujours bien. Vous prenez 2 stylos tant qu'à faire, parce que s'il y en a un qui tombe en panne, vous aurez toujours le deuxième sans avoir besoin d'aller chercher de l'autre côté de la maison. Vous prenez un petit paquet de feuilles et à ce moment-là, vous allez vous adresser à la personne en lui disant tout ce que vous avez sur le cœur. Donc comme si vous l'aviez en face de vous et tout ce que vous pouvez avoir comme ressenti, vous écrivez, vous crachez vraiment tout votre venin. On est loin du concours littéraire. Mais croyez-moi, le but, c'est de se vider la tête. Et plus on va le faire, alors ça peut être sur la colère, ça peut être sur la tristesse, ça peut être sur plein de choses, sur la honte, sur plein d'émotions. Et vous crachez. Alors vous pouvez en faire plusieurs. Moi, avec ma grand-mère, j'ai fait des 8 pages recto-verso en 24-32. Alors, il est écrit pas très gros en plus. Hein. Pourtant, j'écris assez gros, mais là, non, c'était écrit petit. Et j'en ai fait plusieurs, des comme ça. Et j'avais un petit peu de colère envers elle. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, une fois qu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, vous n'avez plus rien à dire, vous avez tout craché, votre venin sur la feuille, à ce moment-là, vous ne relisez pas, bien entendu, parce que si vous relisez, vous allez réintégrer ce que vous avez évacué, ça serait ballot. Et ensuite, vous la brûlez, vous brûlez cette lettre en toute conscience, en vous remerciant d'avoir osé dire tout ça, sortir tout ça de votre inconscient, de façon à faire de la place pour des belles choses. Voilà, parce que comme l'univers n'aime pas le vide, à ce moment-là, tout ce que vous avez sorti, vous allez pouvoir le remplir avec des belles choses. Et ce que vous pouvez faire juste après, c'est écrire, par exemple, une vision de votre relation avec cette personne qui est positive, où il y a de l'empathie. Alors des fois, c'est pas possible, hein, ça. Mais si jamais vous arrivez, ça peut être une deuxième partie d'exercice qui peut avoir son intérêt. Parce que là, ça revient à la même chose que transformer vraiment le négatif en positif. Donc ça peut être sympa à faire aussi. Donc ça, c'était le premier exercice. Je regarde s'il y a des questions. Alors, toc, c'est bon, je vous écoute. Ah, elle a perdu la connexion, a priori. Là, j'espère que c'est revenu. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant? Ok. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vois toujours pas les commentaires, donc ça, c'est un peu pénible. Si jamais un deuxième exercice qui est intéressant, qui est un peu plus long, mais qui a son intérêt aussi, quand vous vous sentez au bout du rouleau, vraiment, que plus rien ne vous intéresse, vous êtes en burn-out. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est avoir votre cahier sur lequel vous allez écrire vos pages du matin. Les pages du matin, c'est quoi? Quand on se réveille le matin, on chope son cahier avant de se lever, avant de mettre un pied par terre et surtout avant la douche, parce que sinon après c'est foutu. Vous allez oublier plein de choses. Et vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête. Et généralement, et vous faites ça tous les matins, et généralement, vous allez voir qu'au fil des jours,
il y a des similitudes qui vont ressortir quand vous allez reprendre vos écrits, par exemple à la fin de la semaine ou de la quinzaine ou à la fin du mois, peu importe, et vous allez regarder un petit peu les éléments qui se rejoignent et vous allez faire un petit classement en fait. Et vous allez noter en face des éléments que vous avez notés, les émotions qui ressortent. Et ça va vous permettre de faire ressortir généralement une, deux, peut-être trois émotions au grand maximum. Mais vous allez voir que c'est toujours les mêmes. Et là, ça sera peut-être intéressant de passer par la lettre libératrice aussi pour aller éliminer cette émotion qui est néfaste pour vous. Et ça sera aussi de regarder quels sont les éléments déclencheurs aussi qui vous amènent ces émotions-là. Parce que les éléments déclencheurs, ça va être effectivement des indices pour essayer de régler le problème, essayer de trouver des solutions à la problématique. Donc voilà. Donc ensuite, quelque chose aussi que vous pouvez faire, c'est par rapport à ce que vous avez noté. Par exemple, vous allez prendre une situation qui vous a vraiment perturbé. Vous allez l'écrire. Et vous allez, une fois que vous l'avez écrite, vous allez projeter la scène sur un mur en face de vous. C'est-à-dire que vous allez sortir de la partie acteur à la partie et vous allez vous positionner en tant que spectateur. Ça, c'est de la PNL. C'est-à-dire que vous allez prendre du recul et vous allez regarder sur l'écran qui est en face de vous. Donc là, c'est de la visualisation, bien sûr. Hein. Vous allez regarder cette personne qui est vous, hein, bien sûr. Hein. Mais vous allez regarder comment elle réagit par rapport à la situation. Quelles sont ses émotions, comment bouge son corps, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle bouge, comment elle réagit, quels mots sortent de sa bouche. Vous allez regarder un petit peu tout ça. Et vous savez très bien que quand vous regardez quelqu'un d'autre qui fait exactement la même chose que vous, bah vous allez voir des choses que vous ne voyez pas en tant qu'acteur. Et ça va vous donner des indications aussi pour pouvoir explorer la situation avec un œil beaucoup plus distant, en prenant vraiment de la hauteur, en prenant du recul. C'est ça la prise de recul en fait. C'est je me mets en tant que spectateur et j'observe cette nana là qui est en train de vivre cette situation. Et moi à sa place j'aurais fait ça, parce que nous on va le voir. Mais quand on est dedans, on ne le voit pas. Tant qu'on a la tête dans le guidon, on ne voit rien du tout. Et l'entourage peut nous dire des choses, on va plus l'envoyer bouler qu'autre chose. On ne va pas l'écouter. Sauf au cas exceptionnel, mais voilà. Donc ça, c'est aussi un exercice très intéressant à faire. À partir du moment où vous avez noté la situation, quelles sont vos réactions, ben vous projetez la même situation sur le mur et vous observez la personne qui va jouer le rôle, en fait, votre rôle. Donc ça peut être aussi intéressant. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est tenir un journal des émotions. Alors j'ai posté un article de blog là-dessus il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis aussi sur le groupe Écriture Libératrice. Ce journal des émotions est intéressant parce qu'il va vous permettre de noter au fur et à mesure, dès que vous avez un événement, quel qu'il soit, bon, qu'il soit bien ou pas bien, hein, les événements joyeux, vous avez le droit aussi, hein, c'est bien. Parce que ça va vous permettre après de faire un bilan des émotions que vous vivez sur une période de tant de temps. Et au fur et à mesure qu'il se passe quelque chose, vous le notez. Vous notez l'événement déclencheur, vous notez comment votre corps réagit, et vous notez quelles sont les émotions qui remontent à la surface. Et au bout d'un moment, quand vous allez voir, à force de le faire, et ben vous avez toujours le même type d'émotion. Ça rejoint un petit peu celui de tout à l'heure, hein. Mais c'est dans la même dynamique, hein. De toute façon, l'objectif est le même. Et c'est d'aller après regarder les émotions qui sont les plus fortes et d'aller œuvrer sur ces émotions-là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'écris un roman autobiographique. La mort de mon mari m'a brisé, puis la mort de mon frère, en fait celle de ma mère et le départ de mes enfants. Ah oui. Des déceptions amoureuses, tout ça a été hyper déterminant pour m'envoyer dans une dépression. Et ça, je peux comprendre plus que bien. Effectivement, le fait d'écrire son histoire est intéressant sur le plan thérapeutique. Parce que le fait de l'écrire, on pose tout, on confie tout à la feuille blanche, on n'hésite pas à lui confier ses émotions, justement. Et on se libère en fait la tête pour accueillir après des meilleures choses.
Et là, une fois que ça s'est posé, ça va être peut-être aussi de se faire un tableau de visualisation, hein. Ça, c'est des petits trucs que je vous donne comme ça, hein, un peu en vrac. Prenez ce qui vous intéresse et prenez ce qui vous parle. Le tableau de visualisation, ça va être d'aller chercher des images de la vie que vous avez envie d'avoir. Donc effectivement, quand il y a des décès comme ça va être un petit peu plus compliqué, mais malgré tout, ça va être aussi de travailler l'acceptation. Les phases du deuil, j'en ai parlé aussi des 8 phases du deuil dans le quatrième livre, Le jour où j'ai compris. J'ai fait une fiche aussi là-dessus parce qu'il y a des étapes qui sont incontournables. On commence par le déni, on finit par l'acceptation, mais il y a plusieurs étapes à franchir et on peut les franchir plus ou moins rapidement en fonction de notre compréhension et de l'éveil de notre conscience. Donc voilà, quand on comprend les choses, on les accepte un petit peu mieux. Je dis pas que c'est facile, mais on se mâche un petit peu le travail et on atténue un petit peu la douleur. Donc voilà, l'écriture est très aidante pour ça parce qu'elle nous permet vraiment vraiment de travailler en profondeur sur nos émotions, sur calmer vraiment notre petit hamster. Là, c'est un moyen aussi de le calmer parce que c'est lui qui est responsable du burn-out aussi, hein. À force de tourner en boucle et de nous faire penser au pire scénario qu'on peut vivre alors qu'il y a un moyen beaucoup plus simple, juste un petit virage et puis pof, ça passe, alors que lui, il va s'en faire une montagne. Donc c'est valable pour le deuil aussi. Donc ça va être ce tableau de visualisation, d'essayer de retrouver des images qui correspondent à la vie que vous avez envie d'avoir, à la vie que vous avez envie de vivre pleinement. Il est temps, hein. Ça sert à rien d'attendre 50 ou 60 ans de faire un Xème burn-out pour réagir et pour comprendre le sens de notre vie, pour nous redonner un sens à notre vie. Non. Plus on le fait de bonheur et mieux c'est. Voilà, croyez mon expérience. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez toujours quand même? Parce que là, ça m'inquiète un peu. Bon, je vois toujours pas les commentaires, hein, mais... Donc voilà, j'espère que je vous ai donné ces quelques clés que j'ai pu vous partager de par mon expérience, de par mon accompagnement aussi, puisque j'accompagne les personnes aussi à aller chercher à l'intérieur d'elles, à cicatriser les blessures, à transformer les croyances, à apaiser les peurs, etc. J'accompagne aussi sur ce plan-là. J'espère vous avoir donné quelques clés qui vont vous aider à réfléchir, en utilisant ou pas, hein, parce que bon, moi j'utilise l'écriture, il y a beaucoup d'autres personnes qui utilisent l'écriture aussi parce qu'elle est thérapeutique, hein, ça c'est clair. Mais bon, ça peut être aussi autre chose, hein, ça peut être le dessin, ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être la musique, peu importe. Dès l'instant que ça vous libère la tête et que vous faites de la place pour de meilleures choses, tout va bien. Donc voilà, ce qui m'amène à vous parler également d'une formation que j'ai mis en ligne il y a quelque temps et que j'ai décidé, pour vous être agréable, de vous offrir un tarif préférentiel de 50%. Cette formation s'appelle Écrire pour se libérer. Il y a plusieurs modules qui vont travailler justement sur les peurs, sur les croyances, sur les blessures, sur tous les freins que l'on peut se mettre. Et alors, je trouve refuge dans les prières. Ben, ça, c'est une excellente idée. Et ça marche très bien aussi. Donc voilà, donc cette formation Écrire pour se libérer est composée de 6 modules. Et dans ces 6 modules, je vous donne beaucoup de clés en vidéo et je vous donne également plusieurs exercices d'écriture à faire vous-même avec vous-même. Et ensuite, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez bien entendu me contacter. Donc cette formation est à un tarif initial de 197 €, mais ce soir et pour cette rentrée, donc sur une durée limitée, j'ai décidé de réduire de 50%, donc elle est à 98,50 € au lieu de 197. Donc j'ai voulu faire un geste justement par rapport au sujet du jour, qui est un sujet un petit peu lourd, hein, mais alors je vous ai mis le lien dans le petit texte que vous avez en dessous cette vidéo. Vous avez le lien de la formation Écrire pour se libérer, qui est des livres et vous .system.io/formation EPSL, donc avec des tirets entre des livres et vous.
Voilà, donc vous avez le lien dans le texte. Et si vous voulez vous procurer le livre Le jour où j'ai compris, donc mon héroïne Michaela qui se remet de son burn-out et qui nous partage son expérience, vous allez le trouver sur mon site internet mounair.net/burnout, en un seul mot. Voilà, sachant que je précise quand même que burnout peut s'écrire de deux façons différentes, soit en un seul mot, soit avec un tiret entre le burn et le out. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, je vous propose d'arrêter là. Je suis désolée pour les commentaires, hein. Je suis la première embêtée, parce que moi, j'aime bien quand c'est interactif et que j'aime bien répondre aux questions aussi. Non, toujours pas de questions. Bon, et ben, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. J'espère vous avoir apporté des clés, vous avoir apporté des choses intéressantes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous souhaitez communiquer encore sur ce sujet ou sur d'autres sujets, puisque j'accompagne aussi en individuel et en petit groupe à Tyros pour l'instant sur l'arbre de vie. Et j'accompagne aussi, si vous avez envie d'écrire votre histoire, j'accompagne aussi sur ce terrain-là de l'idée à la publication. Voilà, toutes les informations sont sur moonavre.net. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.